Chers amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, le camp national, on dit que le camp national a gagné la bataille des idées, et cela est vrai pour la question identitaire, migratoire, sécuritaire, sur laquelle je me suis déjà abondamment exprimé sur YouTube. En revanche, le camp national n'a pas gagné la bataille de toutes les idées, tant s'en faut. La question économique est naturellement au cœur du projet qui sera celui du camp national pour les prochaines élections présidentielles. J'ai donc décidé, pour appuyer et renforcer nos propositions en matière économique, de lancer un cycle de 3 petites vidéos consacrées à quelle sera la politique économique du camp national une fois qu'il sera au pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions pour redresser la compétitivité de l'économie française, accroître la croissance et pouvoir honorer le service d'une protection sociale et d'un modèle social auquel les Français sont très attachés. A tout de suite. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du redressement économique de la France à partir d'un constat sur lequel je vais construire des solutions. Lorsqu'en 1999, je planchais sur ma thèse d'économie consacrée précisément à l'euro, je terminais mon propos sur une note sceptique. Je pressentais toute la fragilité d'une monnaie fédérale dans un système économique et politique qui ne l'était pas. La suite, nous la connaissons. Mais autant les vices de conception de la monnaie unique se firent jour au fil des années et au gré des crises, autant notre diagnostic sur ses effets pervers pour notre économie se vérifièrent, autant nous fûmes incapables de définir un mécanisme de sortie rapide, juridiquement fondé, financièrement solide et psychologiquement non anxiogène. Le carcan créé par les européistes, qui est un carcan monétaire, n'était pas conçu pour faire le bonheur des peuples, mais il fut suffisamment bien charpenté pour rendre toute évasion de cette zone monétaire extrêmement complexe et longue, caractéristiques qui sont précisément destinées à la faire échouer. Et les obstacles sont d'autant plus nombreux pour un pays surendetté et très dépendant des marchés financiers comme le nôtre. Nous sommes pour ainsi dire dans une nasse. D'un côté, pour sortir sans dommage et unilatéralement de l'euro, il faudrait que nous soyons dans une excellente situation économico-financière qui nous mette à l'abri des violentes attaques spéculatives dont nous serions alors l'objet. Mais de l'autre, une telle situation de bonne santé économique est très difficile à atteindre tant que nous sommes dans l'euro. Une solution médiane consisterait en un détricotage coordonné et coopératif de la monnaie unique. Mais comme vous le savez, cela supposerait une quasi-unanimité parmi les 19 et surtout le soutien fort d'une Allemagne qui est la grande bénéficiaire du statu quo. Notons que ce scénario est aujourd'hui moins fictif en raison d'un changement de modèle économique à l'œuvre dans le sillage de la crise du Covid qui, comme vous l'avez constaté, redonne ses lettres de noblesse à la notion de frontière, à la notion d'identité nationale et surtout à la notion de souveraineté. En France, nous faisons toutefois face à la résistance de l'ancien monde européiste et au conservatisme, il faut le dire, compréhensible d'une population assez importante d'épargnants qui voient dans la stabilité et la force de l'euro un outil de protection de leur patrimoine financier. La majorité du camp national, à juste titre, a dépriorisé cette question dans son programme. Mais comment dès lors sortir d'une impasse qui pèse sur chaque président et gouvernement qui accède aux responsabilités et hypothèque son mandat? Cette impasse se résume de la façon suivante. La France souffre d'un déficit majeur de compétitivité en raison d'une monnaie trop forte et ne parvient pas à faire fonctionner le moteur de son économie à un régime normal. Toutes les difficultés que nous connaissons en découlent, c'est-à-dire trop de chômage avec les effets délétères que nous connaissons, trop de déficit, non pas parce que nous dépensons globalement trop, mais parce que nous ne générons plus assez de richesses pour financer des services publics de qualité et un modèle social juste auquel les Français sont attachés. La pandémie du Covid n'a pas créé ces problèmes, mais elle les a assurément aggravés. À supposer qu'une sortie coordonnée et indolore soit possible avec des partenaires européens acquis à nos idées, cela prendra de toute façon des années. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que l'abandon des monnaies nationales dans les années 90-2000 et l'entrée en vigueur de l'euro ont été rendus possibles par la mise en œuvre d'une feuille de route qui a mis entre 6 et 9 années avant d'aboutir. En l'absence de cette chirurgie invasive, longue et angoissante pour le patient, c'est-à-dire une sortie complexe de la monnaie unique,
il faut trouver un traitement rapide et efficace au cancer de l'euro. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe. C'est un duo thérapie qui implique deux éléments. Le redressement de la compétitivité de nos entreprises par la baisse des charges sociales et l'apurement de la question de la dette par son rachat et sa stérilisation. La baisse massive des charges sociales, seule à même de rétablir la compétitivité de notre économie, en l'absence de possibilité de dévaluation monétaire, est en réalité la seule solution. Pourquoi? Parce que l'économie française est plombée par un coût du travail trop important. La haute finance, publique et privée, a commis une faute impardonnable. Celle de nous avoir fait entrer dans cet euro, c'est-à-dire une monnaie à la fois forte et inflexible, sans en tirer les conséquences sur le financement de notre système de protection sociale. Pour mémoire, je le rappelle, ce financement de notre protection sociale est largement assuré par les entreprises, qui sont assaillies de charges par rapport à leurs concurrentes européennes et encore plus mondiales. Pour parer cette difficulté, l'Allemagne a joué dès les années 2000 un coup de maître. Alors que l'économie allemande, encore très compétitive, perdait un peu de son hégémonie, le chancelier Gerhard Schröder et son ministre du Travail, Hartz, décidaient de flexibiliser le marché du travail allemand avec les réformes Schröder-Hartz. Parallèlement, ils amélioraient la compétitivité du travailleur allemand et donc de son entreprise par une forte baisse des charges patronales financées par ce qu'on a appelé la TVA sociale. Cette politique trouva de surcroît le soutien des syndicats allemands qui, aux antipodes des nôtres, cautionnèrent la modération salariale pendant une dizaine d'années. Face à ce coup de force économique, l'élite française autoproclamée bâilla aux corneilles, toute confite qu'elle était dans sa germanophilie béate et cette suffisance stupide qui l'autorise à nous jeter au visage son expérience et sa compétence alors que son bilan révèle exactement l'inverse. Les années de Papa Chirac, grand distributeur de bises et de poignées de main mais piètre président, puis du matamor Sarkozy, furent celles de la déconfiture de l'économie française avant que François Hollande prenne des mesures au demeurant largement insuffisantes avec le pacte de responsabilité et le CICE. Mais trop peu, trop tard. Les chiffres sont terribles. Tous secteurs confondus, notre coût du travail est au-dessus de plusieurs pays qui sont d'importants concurrents. 10 € de plus que l'Italie. Nous sommes 17 € plus chers que l'Espagne, près de 4 € pour les Pays-Bas et en moyenne, nous sommes plus chers de 7 € de la zone euro. Mais le plus grave, c'est que nous sommes même au-dessus de nos concurrents les plus directs, c'est-à-dire les Allemands. Sur l'industrie manufacturière, la situation est tout aussi préoccupante, même si nous avons un petit delta positif avec l'Allemagne, c'est-à-dire 3,6% en notre faveur. Delta au demeurant ridicule compte tenu des avantages structurels de l'industrie de nos voisins. Pour comprendre l'étendue des dégâts commis depuis l'entrée en vigueur de l'euro, comparons l'évolution de ce coût du travail entre nos deux pays depuis 2000. Entre la fin 2000 et le deuxième trimestre 2018, notre coût du travail a augmenté de 56%, tandis que celui de l'Allemagne ne progressait, lui, que de 38%. Alors qu'en 2000, nous étions 7,3% moins chers que nos voisins d'outre-Rhin, tous secteurs confondus, et 15,7% dans le secteur manufacturier, la France a dépassé l'Allemagne dès 2004, tous secteurs confondus, et l'a quasiment rattrapé dans le secteur manufacturier. Tout est là, mes chers amis, nous sommes trop chers. Et quand on descend plus avant dans les statistiques, on réalise, au travers de ces chiffres, que nos employés ne sont pas trop payés, mais que ce sont bien nos charges patronales qui écrasent notre économie. S'agissant d'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a mis en place une politique économique erratique qui aggrave le mal qu'elle prétend combattre. Macron, le jeune premier réformateur, a réussi l'exploit de détériorer à nouveau la position concurrentielle de nos entreprises en convertissant le CICE en baisse de charges euro pour euro. Mais 1 € de CICE et 1 € de charges en moins, cela revient au même, me direz-vous? Eh bien, pas du tout. Sans entrer dans la complexité fiscale et comptable, je vais vous dire pourquoi. On prend un exemple. 100 € de CICE viennent directement s'ajouter aux bénéfices après impôt de la société, c'est-à-dire du net-net en quelque sorte. Tandis que 100 € de baisse de charges, c'est 100 € de bénéfices en plus, c'est vrai, mais avant impôt, donc environ 67 € seulement après impôt. Les experts ont calculé que la transformation du CICE en baisse de charges représentait un surcoût de 4 à 5 milliards d'euros pour nos entreprises. C'est absurde. Mais si c'est le cas,
Pourquoi nos patrons ne hurlent-ils pas à la mort? Eh bien, parce que si Macron pénalise leurs entreprises, il les a soignées avec la suppression de l'USF, la création du prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les plus-values financières, la facilité des licenciements et aussi les délocalisations avec la loi travail. Depuis l'entrée en vigueur de l'euro, premier pas d'un fédéralisme européen, apparaît ainsi une différence structurante entre les élites de notre pays, qu'elles soient d'ailleurs de droite, de gauche, du centre, et qui sont européistes et mondialistes, et les élites allemandes, beaucoup plus patriotes, qu'elles soient social-démocrates ou chrétiennes-démocrates, comme Schröder et Merkel. Les élites françaises n'ont fait que fragiliser la situation du travailleur français en laissant exploser son coût d'emploi pour finir par le précariser en réduisant ses droits face à son patron avec les lois El Khomri puis Pénicaud, le rendant ainsi plus facilement jetable sans pour autant le rendre plus employable. Les élites allemandes ont certes, elles aussi, précarisé les travailleurs allemands, mais ont sensiblement amélioré leur employabilité. Résultat, ces employés ont aujourd'hui presque tous un boulot, leur boîte marche bien, leur salaire augmente car ils sont en situation de force sur un marché du travail tendu, et ils se retrouvent copropriétaires d'une nation qui réalise des performances économiques remarquables et dont la dette est contenue. Tout n'est pas rose en Allemagne, mais ne plaignons pas ces gens qui ne se plaignent pas eux-mêmes. Au bout du compte, nous restons peu compétitifs, comme le montrent les chiffres alarmants de notre commerce extérieur structurellement déficitaire, alors que le commerce extérieur allemand est, lui, structurellement excédentaire. Notre croissance est trop faible, notre chômage ne baisse pas, nos déficits se creusent et notre dette augmente. Quant aux milliards d'euros que Macron a généreusement distribués à ses amis les plus nantis au début de quinquennat, sous forme de baisse d'impôts avec le fallacieux argument que cet argent ruissellerait dans notre économie, ils viennent uniquement engraisser leur patrimoine financier. En effet, les détenteurs de capitaux que Macron a favorisés n'ont aucun intérêt à investir dans une économie sous-compétitive. Ils investissent là où ça rapporte. Or, l'économie française, avec ses performances, ne rapporte pas grand-chose. Alors me direz-vous, quelle solution à ce tableau plutôt pessimiste et négatif? Baisser les charges sociales en les finançant non pas par une baisse des salaires, mais en ponctionnant ceux qui profitent de la France. Pour desserrer la première lame du piège de l'euro, il faut donc procéder à une dévaluation interne, puisque la dévaluation externe, c'est-à-dire une dévaluation monétaire, n'est pas possible entre pays européens membres de la zone euro. Cette dévaluation interne ne consiste pas, comme le disent ou le souhaitent d'aucuns, à baisser les salaires des Français, qui sont eux parfaitement compétitifs, mais à baisser les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, qui, elles, sont encore bien trop élevées par rapport à leurs concurrents. Cette solution n'est au demeurant pas nouvelle, et beaucoup de dirigeants politiques français l'ont appelée de leur vœu ces 20 dernières années. Les opinions des experts varient sur le niveau de réduction de ces charges dont nous avons besoin. Pour être dans la course en tête avec l'Allemagne et espérer ces résultats exceptionnels, c'est de 70 milliards d'euros de baisse de charges dont nous parlons. Ce chiffre est évidemment inatteignable. Par contre, les économistes de l'entreprise estiment qu'une baisse de 30 milliards d'euros de charges patronales donnerait déjà un sérieux coup de fouet à notre compétitivité, à condition que la dite baisse ne se concentre pas uniquement sur les plus bas salaires, mais touche également tous les postes d'ouvriers, d'employés qualifiés, de techniciens supérieurs et de cadres moyens qui sont les véritables machines à gagner de nos sociétés. Mais n'est-ce pas le programme de la droite française qui appelle de ses voeux cette baisse des charges depuis de nombreuses années? C'est vrai, mais avec deux différences absolument fondamentales et qui changent tout. Pour trouver 30 milliards d'euros, la droite propose de recourir à l'augmentation de la TVA de 2 à 3% pour les financer. C'était d'ailleurs dans son programme pour l'élection présidentielle de 2017 avec Fillon. Son argument, l'Allemagne l'a fait avec succès, donc nous devons suivre l'exemple. Nous rejetons catégoriquement cette solution et les arguments qui la sous-tendent, et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, si l'Allemagne a effectivement relevé son taux principal de TVA, elle partait de beaucoup plus bas, c'est-à-dire de 16 à 19%. Dans le cas de la France, notre taux de TVA est déjà très fort, et il s'agirait alors de passer de 20 à 22, voire à 23%. On répondra que d'autres pays d'Europe sont à des taux de TVA supérieurs à 20% et ont suivi l'exemple de l'Allemagne. C'est vrai, mais leur niveau de prélèvement direct et indirect, charges sociales des salariés indépendants, taxes et impôts, est bien moindre que chez nous.
En second lieu, les partisans d'une hausse de la TVA font valoir qu'un taux de TVA plus élevé pénalise les importations plutôt que les productions locales. Leur argument est le suivant: une hausse de la TVA frappe également tous les produits, domestiques ou importés. Mais les fabricants locaux ayant reçu sous forme de baisse de charges l'argent qui a été pris aux consommateurs, eh bien, ils le répercuteront à ces derniers sous forme de baisse de prix. Cette explication, chers amis, est loin d'être avérée. En effet, des baisses de charges peuvent à court terme être utilisées par les entreprises, pas nécessairement pour baisser leurs prix, mais de diverses autres manières. Par exemple, baisser leur endettement ou renforcer leurs fonds propres, ce qui est très légitime. Investir dans des capacités nouvelles ou dans la modernisation de leur appareil productif. Augmenter les salaires de leurs employés et bien sûr recruter. Il est tout aussi plausible que des entreprises qui ont une forte position en France ne baissent pas leurs prix ici, mais les baissent sur les marchés extérieurs pour conquérir de nouveaux marchés. C'est d'ailleurs assez précisément ce qu'ont fait les entreprises allemandes avec la TVA sociale et qui explique l'explosion des exportations allemandes depuis. L'exemple de la baisse de la TVA sur la restauration qui est allée de 19,6% à 5,5%, vous savez, cette mesure phare du mandat de Sarkozy en 2009, a été plus qu'instructive. Cette baisse devait aboutir à une chute significative des prix pour les clients. En réalité, elle n'a eu que peu ou pas d'effet sur les prix à la carte. On parle d'1,9% de baisse en moyenne des prix. Si nous partageons avec la droite l'idée d'une baisse massive des charges, dans un contexte de fixité de change intra-européen imposé par l'euro, nous divergeons fondamentalement sur le mode de financement de la dite baisse. En effet, pour compenser, nous allons prioritairement faire payer ceux qui profitent de la France. Baisse des charges d'un côté, et ensuite, tout d'abord, la Chine et une poignée d'autres pays asiatiques, le Vietnam, le Bangladesh en particulier, qui nous asphyxient de leurs excédents commerciaux, plus de 30 milliards d'euros par an qu'ils obtiennent par des formes élaborées de concurrence déloyale. Ce sont 10 milliards d'euros de droits de douane additionnels que nous pouvons obtenir en faisant tout simplement ce que Donald Trump a très bien fait: arrêter le massacre et taxer ceux qui nous pillent. L'Union européenne est aussi un fardeau pour la France. Notre contribution brute totale à son budget dépasse les 21 milliards d'euros et dans la mesure où nous recevons environ 13 milliards en retour, cela constitue un net négatif pour la France de 8 milliards d'euros. Nous proposons de réduire ce chiffre de 5 milliards avec un argument imparable. L'Union européenne nous vend 47 milliards d'euros de plus que ce qu'elle nous achète. 47 milliards! Nous sommes donc depuis des années la vache à lait de l'Europe. Il faut juste dire que nous nous laisserons moins traire. Il reste 15 milliards à trouver. L'immigration représente un coût considérable pour notre pays, coût qui relève d'une sorte d'omerta politique et médiatique. Le camp national doit se défendre par rapport à ce coût exorbitant. 3 milliards est le chiffre que nous pouvons viser avec la division par deux de l'AME, par exemple, la fin du RSA pour les étrangers non européens, environ 1,5 milliard, la fin des aides sociales en tout genre en faveur des illégaux, logements d'urgence, subventions aux associations immigrationnistes, etc. On peut tabler sur 1 milliard d'économies. Nos banques, enfin, jouent un rôle fondamental dans notre économie, mais elles vivent grassement du monopole de la création monétaire que l'État lui a abandonné et bénéficient de la garantie implicite d'un État qui ne peut pas laisser tomber aucune d'elles en raison du risque systémique que cela pose. Ces banques doivent faire un effort et s'acquitter de 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires en échange d'une garantie explicite de l'État sur les dépôts et la suppression de la cotisation à peu près identique dont elles doivent s'acquitter au titre de la mise en place du fonds transeuropéen de garantie des dépôts dans l'Union. Ce fonds, sans doute utile pour des pays dont les systèmes bancaires sont bancals, n'est guère indispensable pour notre système bancaire qui jouit d'une grande solidité. C'est à chaque État de l'Union européenne de sécuriser l'épargne bancaire de ses citoyens. Pourquoi la France paierait pour d'autres citoyens que les siens? Il reste encore à ce stade 10 milliards d'euros qui doivent venir à part égale de la rationalisation des niches fiscales qui coûtent près de 100 milliards par an à nos finances publiques et dont seule une moitié a une véritable légitimité et utilité économique et sociale. Des gains d'une lutte très renforcée contre la fraude fiscale et sociale qui ensemble se situeraient entre 80 et 100 milliards d'euros par an, mais pour lesquels il faut rester prudent car ce sont par nature des estimations construites et non certaines. Un objectif relativement modeste de 5 milliards d'économies est réalisable moyennant plus de contrôleurs et plus de contrôles.
Rien de ce qui est présenté ci-dessus, de ce que je viens de présenter, ne constitue un défi hasardeux. Il nécessite certainement un bras de fer viril avec Bruxelles et certains de nos partenaires. Mais comme sans la France, l'Union européenne et l'euro n'existent plus, il est extrêmement peu probable que nous n'obtenions pas gain de cause une fois aux manettes. Les quelques pays asiatiques que nous devons cibler dans notre contre-offensive douanière nous menaceront sans doute de représailles, mais cela n'est pas grave, car ils nous vendent considérablement beaucoup plus que ce qu'ils nous achètent. Et au petit jeu de l'escalade, ils seront toujours perdants. La France immigrationniste, très minoritaire mais très bruyante, hurlera au loup face aux coupes que nous demandons. Il faudra la laisser s'égosiller. Et si des juges s'opposent aux nouvelles lois démocratiquement votées pour réduire le coût de l'immigration, eh bien, il faudra changer les juges. Faut-il en effet rappeler que les juges ne sont là que pour appliquer les lois votées par la représentation nationale et non pour faire eux-mêmes les lois? Les juges ont le droit et le devoir de faire appliquer les lois, mais le peuple souverain seul a le droit d'adopter de nouvelles lois, car en démocratie, ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. Une fois ces 30 milliards récoltés, il conviendra de résoudre une autre grande problématique qui est celle de la répartition de cette manne. Doit-on en faire bénéficier toutes les entreprises et partout? N'existe-t-il pas de fortes différences de situation entre les grandes entreprises mondialisées et les ETI ou les PME françaises qui sont à la peine? Ne doit-on pas négocier des contreparties réelles en termes de création d'emplois et d'investissement pour accorder de nouvelles baisses de charges à de grandes entreprises? Et ne voyons-nous pas des divergences croissantes entre des territoires qui se portent bien, à l'instar d'une grande partie de l'Île-de-France, les agglomérations de Lyon, de Toulouse, de Nantes et une poignée d'autres, et tout le reste de cette France désindustrialisée, paupérisée, dite périphérique ou ultra-périphérique, comme l'outre-mer? Nous devons être le courant qui remette l'égalité des chances pour les territoires et les entreprises au centre de la stratégie de développement national. Cela suppose sans doute de donner plus à beaucoup et rien de plus à certains autres. C'est l'équivalent sur le plan économique de la justice sociale. Tout cela doit bien sûr être discuté avec les acteurs économiques et sociaux. L'autre grande problématique, c'est qu'il faut également desserrer l'étau du nœud coulant de la dette publique qui asphyxie notre pays. Mais ce thème sera abordé dans une nouvelle vidéo à venir. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être tenu informé des nouvelles vidéos. Vive la France, vive le peuple français et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.